Donc on a la dernière table ronde, prendre soin de soi, du bénéfice pour chacun, celui des communautés LGBT. Beaucoup de ces sujets ont été abordés ce matin ou hier, hein, des questionnements sur l'offre de soins, comment nos professionnels de santé se comportent et tout ça. Donc cette session est animée par le docteur Marie-Hélène Certain, qui est la secrétaire générale du Collège de la médecine générale de France. Il nous dira ce que c'est comme institution. Et Ariel Jean-Urbain Djesima-Taba, qui est fondateur et coprésident ou président d'Arc-en-Ciel, Afrique Arc-en-Ciel Île-de-France. Voilà. Bien, bonjour à tous. Donc, nous allons poursuivre avec ce quatrième thème du colloque, dont l'intitulé est « Prendre soin de soi, du bénéfice pour chacun à celui des communautés LGBT ». Pour animer et modérer donc les échanges autour de cette thématique, nous sommes deux. Moi, comme le disait Gérard, Ariel Jean-Urbain Djesima-Taba, président de l'association Afrique Arc-en-Ciel Paris-Île-de-France, qui est une association LGBTQI qui travaille spécifiquement en direction des LGBT afro-caribéens vivant à Paris et en région parisienne. Et alors, donc moi, je suis Marie-Hélène Certain, je suis médecin généraliste au Mureau dans les Yvelines, c'est un quartier populaire pour ceux qui ne connaissent pas, et je représente le Collège de la médecine générale, donc, qui est une structure fédérative qui regroupe l'ensemble des structures professionnelles en médecine générale, qu'elles soient scientifiques, universitaires, professionnelles, syndicales, associatives, dans le domaine notamment de la formation continue ou du traitement de sujets plus spécifiques. Et quand Gérard Pelé nous a demandé de participer au comité scientifique de ce colloque, on s'est posé la question, mais pas très très longtemps en fait, tellement ça nous semblait évident de faire un pont en fait entre notre institution et ce sujet, la santé des personnes LGBT, puisque pour nous, en médecine générale, c'est vrai que notre devise, hein, c'est d'accueillir tous les patients, quel que soit leur âge, leur sexe, leur spécificité, leur religion, etc. Et c'est vrai que ça, c'est dans les faits. Et en fait, dans la réalité, on voit bien que c'est pas toujours si facile que ça. On voit bien quand même une certaine peut-être démarche entre guillemets communautaire, voilà, et que finalement il y a peut-être aussi une méconnaissance en fait des problématiques ou des besoins de certaines de patients qui ont des spécificités. Voilà. Hier, je voudrais juste revenir sur la journée d'hier. J'ai entendu parler de refus de soins. Alors, c'est vrai que ça existe, je pense que pour des raisons idéologiques, il peut y avoir des refus, etc. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont liées, qui se passent ou ne se passent pas, du fait de la méconnaissance, en fait, d'une certaine réserve ou une discrétion, c'est-à-dire qu'il y a certains sujets qui ne sont pas abordés par les professionnels de santé ou par les patients, parce que faisant partie de la sphère intime. Donc, alors que finalement, ouvrir la discussion, ouvrir le dialogue, je pense que c'est extrêmement important et sans doute des besoins et des professionnels de santé et des patients. Voilà, j'ai entendu hier aussi que l'institution médicale doit bouger. Et donc le fait qu'on participe à ce colloque, je pense que c'est aussi une façon de faire des ponts peut-être qui sont forcément nécessaires. Et ça a été très très bien dit hier. Et je pense que ça peut être d'autant plus dans l'air du temps que la posture médicale, je dirais, évolue aussi, parce que maladie chronique, parce que patient, on devrait être beaucoup moins dans une posture directive classique, mais beaucoup plus aussi dans l'accompagnement du patient avec les maladies chroniques, et surtout avec des patients qui savent et qui ont un avis sur leurs problématiques.
Enfin, je pense que l'approche globale et l'approche du patient, elle ne se définit pas seulement par sa spécificité ou son orientation sexuelle, mais aussi parce que c'est une personne et que ça fait partie du travail et de ce qu'on a à faire. Voilà. Et donc, je trouve que c'est bien le titre de cette table ronde, prendre soin de soi, du bénéfice pour chacun à celui des communautés. C'est vrai qu'on a dans la relation médecin-patient une personne, mais qu'en même temps, les enjeux collectifs, les enjeux de groupe, tant pour les patients que pour nous, sont très importants. Et je trouve que cette table ronde, je pense qu'on va aborder cette question comme ça. Merci Marie-Hélène. La première intervention donc, que nous allons suivre porte sur la santé LGBT, des problèmes communs, des ressources communes et des réponses communes. Autant d'interrogations que va tenter de répondre Jeanne Wang, qui est responsable de recherche au Centre hospitalier universitaire vaudois à Lausanne en Suisse, et son intervention se fera en langue anglaise. Jeanne Wang. I'm actually an epidemiologist and a researcher, and a research collaborating partner for Projet Santé Gay in collaboration with Dialogue Gay. And I was commenting on the irony that my colleague from my community partner, Michael Heusemann, he was the one who presented all the data to you yesterday. And I actually used to talking about data, but I actually have to speak to you about community. So we find this switch in roles very interesting, and I would just like to take advantage of this opportunity to share some impressions and ideas with you of my observations of working in the AIDS field since 1991 and working in gay men's health since the year 2000. The issue of community has always been a very tricky one for us because, as many of you well know, many of the members of our community aren't actually very active in our organizations, aren't very active in our communities, and many of them don't even feel a part of our community. And of course, there's also been an additional issue nowadays with as our physical structures, our physical meeting points are increasingly being replaced by virtual ones. Many ask themselves, is there going to even be a community? Is there still a gay community? I would like to forward the notion that when we're talking about health, there are actually many ties that bind us, irregardless of the fact whether one feels part of a community, whether or not one believes there is a community. In terms of health, there are ties that bind. When we're talking about health, first of all, it's important to look at the state of health. And on this slide, I'm presenting to you data from national and regional health surveys that have been carried out since the year 2000 in North America and in Europe. And in these surveys, there was a question on sexual orientation, which allowed us to compare gay bisexual men, lesbian bisexual women, to their heterosexual counterparts. And here are the areas of health where there are actually specificities, where gay men, lesbians, and bisexual men and women differ from their heterosexual counterparts. As you can see, the differences can be found across physical, mental, and health behavior, as well as services use. That is to say, when we're talking about sexual minority health, just using very standard public health indicators, we find that there are actually a lot of differences along sexual orientation. You will find that there are two colors used to describe the health issues at hand. The issues that are shown in red are the ones where gay men and or lesbians actually demonstrate poorer health than their heterosexual counterparts. And unfortunately, as you can see on this slide, for many of the health issues for which there are differences, members of gay men and lesbians demonstrate actually poorer health with at least twice the risk of demonstrating poorer health for the health outcome in question. There are only two health issues here where gay men and or lesbians demonstrate better health, and one is diabetes, and the second is obesity, but that is only true for gay men. Gay men are much less likely to be obese or overweight, but lesbians are actually at greater risk of being obese or overweight. And because I needed to summarize everything on one slide, there are actually
some differences here between gay men and lesbians, which mean that we actually have, in addition to looking at LGBT health, well, we also need to look at gay men's health. We also need to look at lesbian health, of course, and in the future, we need to take into account other communities such as trans and intersex. Was the image that I showed you beforehand, was that just a sort of vestige of the past? Are things better now for younger people? I was very heartened to hear that this morning that many young people from our organizations actually share their experiences of at least social environmental difficulties that they still encounter every day. But I have also heard from many young people, and including leaders of gay and lesbian youth organizations, that they actually believe that things are better. They actually believe that their health profile resembles those of their heterosexual counterparts, and not those of older counterparts. And so we looked at our health data from Geneva. This is actually the only slide of the Geneva Gay Men's Health Surveys that I will actually show you. And indicator after indicator, we found that young gay men that's under the age of 25, not only are they more likely to be to demonstrate poorer health than their heterosexual counterparts, that oftentimes they are actually more likely to demonstrate poorer health than their older gay men counterparts, as some of the findings from this morning have also demonstrated. This just goes to show that the first step is that we actually need to inform our communities about the health risks faced in our populations. There's still a lot of misunderstandings and ignorance around all the issues that affect us. And I think at a personal level, I think it's also very important for people who suffer from a certain health condition to realize actually they aren't alone. There are actually many of us in the community who share the same problem. So why are as all of us are aware, I'm now 47, and in my lifetime, I've seen a lot of social changes, thankfully for the better, as far as acceptance of homosexuality is concerned. And so why are we still facing such tremendous health challenges? Well, the first reason is actually one that David presented to you this morning. The first slide of all the different health issues that are facing our community show you that there's actually a network of social and health vulnerabilities at work. And this network is actually incredibly complex, incredibly synergetic, and a lot of the health problems are actually synchronous. These are sort of easy words for you to remember the term syndemic, which is just a fancy way to say that there are a lot of health problems which affect our community, and a lot of the health problems are interrelated and actually create extra burden on our health. I would like to present two other mechanisms which are less well known, and I would like to introduce them to you for your consideration. The fact that gay men tend to be younger and much better educated than their general population counterparts means that the fact that gay men demonstrate such a poor health profile is a bit of a public health mystery. But when we consider the fact that the profile that you just saw in the first slide is actually quite typical of people of low social status. Studies among both humans and primates actually show that low social status, I'm not talking about socioeconomic status, I'm talking about just social status, actually confers a whole slew of health disadvantages. And actually, many of the health problems that you saw on the first slide are very, very typical of those with low social status. But how do gay men, lesbians, and other members of our community, how is this low status actually conferred, even if we might consider ourselves to be of higher status along some indicators? Well, I would forward to you the consideration of gender in terms of masculinity and femininity. To use an example, once again, of gay men. Many of us as young boys have already made the experience that it's very clear to us on the playground that we actually have very low social status when compared to the typical, to the other boys. And a lot of that valuation
is based on the fact that our society continues to reward masculinity in a lot of different ways and devalue femininity in a lot of different ways. And as such, because many gay men as boys tend to be gender atypical, gender variant, gender nonconform, that due to this factor, even before we are aware that there's a sexual component, we are already placed at a very low social status among our same-sex peers. And this is unfortunately a low social status that we carry with ourselves throughout our adult lives. All these three mechanisms are incredibly complex and incredibly profound. And so they are difficult to study. They are sometimes difficult for us to even talk about, but they are there. As for the fact that, for example, with the last example of masculinity and femininity, unfortunately, many gay men use the same value scale to value and devalue other gay men. It just shows the power of these concepts and the fact that even though we like to believe that we are perhaps not perpetrators of oppression ourselves, that actually the same mechanisms are at work in our communities. One surprising finding I learned when I started working in gay health was that actually the gay health movement precedes the AIDS movement. This conference has been very good in showing us the history of the AIDS movement. And the history of the AIDS movement is, of course, a very, very important time point and trajectory in gay lesbian history. But it's important to note that gay lesbian health, actually started with the gay lesbian liberation movement. These are other pictures from Stonewall. David showed you one picture this morning. That with gay liberation, a lot of gay lesbian organizations started, and they started providing social, psychosocial, and medical services to our communities. This is a picture of the Fenway Community Health Center, which started in a basement in Boston, with mostly volunteer health carers, providing services for our community. As many of you, as has been made very clear throughout this conference, of course, AIDS happened in the 1980s, and it has elicited not only a very strong community response, but also a strong public health response for the very first time for gay men. This has been somewhat of a mixed blessing. While the AIDS epidemic has created many opportunities, some of which have also been highlighted during this conference, it has also provided some challenges because, for example, the public health response to gay men and actually to the LGBT community in general remains to be focused on this particular part of the male anatomy, even to this day. And so I think it's very important when talking about LGBT health that we start to move our gaze up and move our gaze towards other people in our communities. In the 1990s, when it was clear that HIV/AIDS was not going to go away, and when it was also clear that our communities were still presenting with a lot of other health issues other than HIV/AIDS, that there was a gay health renaissance movement that sort of touched base with the origins from the 1970s of community-based organizations organizing around and providing services to members of our own community. If we actually look at the issue of LGBT or gay lesbian LGBT health, internationally there are three main, j'ai bien entendu, merci. There are three main pathways which some organizations have taken. The first one is there are gay health clinics that have become LGBT health clinics thanks to a decade or more of concerted AIDS work. For example, the little clinic in the basement that I showed you from the 70s is now a very large building in Boston providing health services to LGBT and actually the straight community the animations don't quite work, I'm sorry. The second model are gay lesbian community organizations that then become gay men's health or
LGBT health organizations. One example, of course, is Dialogue in Geneva. Another is Goa Stichting in Amsterdam, which was founded in 1967 and did a lot of AIDS work since the 80s, and then started providing a lot of additional health services to the gay lesbian community. And then the third paradigm that we often see are gay AIDS service organizations, which actually turn into gay men's health and or LGBT health organizations. Here we have the example of Zero Zeros or Réseau in Montreal, or the AIDS Council of New South Wales, ACON, which have rebranded themselves as gay or LGBT health organizations. Unfortunately, there are some areas I've noticed where we have been rather stuck. As I shared with you a little bit earlier, I think our AIDS legacy has been both a blessing but also a curse. Here are some points where I feel that many of our organizations are currently at, because the development towards LGBT health has been uneven at best and quite frankly stagnant in most places. For example, most public health continues to ignore sexual minority health beyond HIV prevention. That is actually status quo in most places. LGBT community organizations do not engage in political activism against health inequality, nor provide adequate health services to the community. I'm very grateful for the services that our community organizations provide, but as you saw on the first slide, a sort of psychosocial helpline is actually insufficient to address all the health needs faced by members of our community. And finally, the role of AIDS service organizations. I would argue that, as you can see, a lot of our organizations continue to emphasize and to continue to do a lot of work focused on HIV, which is good and important, but it is not actually in relation to the position of HIV within the entire framework of gay men's health. And I think this repositioning needs to happen if we are to truly take advantage of our heritage from the AIDS movement and move towards LGBT health. For those of you who are interested in sort of making the transition either from a community organization or an AIDS service organization towards LGBT health, I would like to recommend the following materials to you. The first materials come from Canada. Canadian friends already made some very important reflections on how to transition to gay men's health from a legacy of AIDS work. And in 2005, the Association Warning did a conference on gay men's health here in Paris. And actually many of the findings and many of the thoughts contained in these papers are still valid to this day. And so I would recommend them for your use in case you're interested in pursuing this topic further. Thank you very much. Donc maintenant, je passe la parole à Giovanna Rinson de l'association Acceptes France et votre exposé Sport Trans-Citoyenneté de la qualité de vie au plaidoyer. Oui, merci beaucoup. Alors, merci déjà aux organisateurs d'avoir permis de faire passer cette communication autour de cette question. Juste vous présenter rapidement, l'Acceptes, c'est une petite association qui a été créée en 2010 par des femmes trans migrantes, la plupart concernées par la migration et le travail du sexe, et aussi par le VIH. C'est une association qui, à l'origine, était plutôt engagée dans l'autosupport, ensuite dans la mobilisation, et puis engagée vraiment dans la lutte contre les discriminations dans le sens global. Dans le temps, nous sommes devenus une association d'accompagnement social et sanitaire auprès des sommets publics. Et aujourd'hui, nous avons développé vraiment des projets spécifiques, notamment en ce qui concerne l'accompagnement vers la prévention diversifiée. Une histoire qui n'a pas été simple pour une petite association, qui avait tout vraiment pour être plutôt une association perdante en 2010. C'est seulement en 2012 que nous avons eu le premier financement de la part des SIDAction sur la mission de qualité de vie, qualité de soins. C'est là que nous avons développé une première activité adressée aux femmes trans vivant avec le VIH.
Et ce projet permettait à ces femmes, à un petit groupe de femmes trans, d'accéder aux sciences de natation, donc l'activité physique adaptée, et aussi au soutien psy. C'est à partir de 2012 que nous avons commencé à réfléchir autour vraiment de l'activité physique, du sport, et surtout la question du corps, la question d'exposer le corps dans les lieux publics sportifs pour les personnes trans. C'est seulement en 2014 que nous avons pu vraiment réfléchir autour d'un projet beaucoup plus large pour permettre à toutes les personnes trans, au-delà de la question VIH, de pouvoir accéder à la piscine. Et on s'est posé la question, est-ce qu'on a raison? Est-ce que ça répond vraiment à des besoins ou pas? On a fait une petite enquête et le résultat, il nous disait qu'évidemment, il y avait des personnes trans qui n'allaient plus à la piscine depuis 20 ans après avoir fait la transition. Donc, ce projet, qui au début a été vraiment l'obtention d'un petit créneau dans une piscine pendant 1 an, est devenu un projet soutenu vraiment par la ville, par la mairie de Paris. Et aujourd'hui, c'est devenu vraiment un créneau officiel qui permet à toutes les personnes trans, leurs amis, leurs partenaires, leurs familles, de venir dans un endroit qui n'a pas pour but de créer une boule pour les personnes trans, mais plutôt un lieu ouvert à tout le monde. C'est plus tard, en 2014, que nous avons aussi réfléchi à la création des groupes sportifs trans. Et on a créé une première équipe de volleyball constituée cette fois-ci uniquement par des femmes transgenres. On a commencé à participer à tous ces TIP à Paris et d'autres compétitions aussi en Europe. Une parenthèse pour vous dire que la mobilisation là des femmes trans migrantes a été quand même un marqueur très important parce que ce sont bien elles qui se sont constituées dans cette équipe qui parfois finissaient le travail du sexe, y venaient le matin, le lendemain, vraiment pour participer aux compétitions. Donc, c'est cette opportunité qui nous a fait comprendre qu'il fallait aller aussi beaucoup plus loin. En 2015, nous avons créé un projet pour mettre des séances de Zumba à Fleury-Mérogis, à la maison d'arrêt, où les personnes trans sont incarcérées dans un quartier protégé, soi-disant, et c'est un quartier d'isolement où on peut penser qu'il y a une incarcération à l'intérieur du système pénitentiaire pour les femmes trans. Elles sont isolées complètement. Donc ce projet a permis vraiment de répondre à des besoins très spécifiques à l'intérieur de la prison, la sédentarité, les hormonothérapies, le surpoids, surtout faire face à la pression de l'enfermement à niveau psychique. C'est ensuite aussi que on a mis des activités yoga aujourd'hui qui marchent très bien à l'association. Il y a Cyril dans la salle à qui on remercie énormément parce que il faut tenir en compte que la plupart de ces projets aujourd'hui sont portés vraiment de façon bénévole. Intéressé d'analyser les discriminations. C'était vraiment presque le but de tous ces projets sportifs autour des sports trans-citoyenneté, quel serait pour nous vraiment l'atout à mettre en avant par rapport aux indicateurs développés avec ces actions. C'est quelque chose de très important pour nous en tant qu'association qui travaille autour des situations qui parfois peuvent être mal aperçues parce que nous travaillons autour de la question du travail du sexe. C'est un sujet qui peut être clivant même à l'intérieur de la communauté trans, dans le sens global. Nous avons pensé qu'il fallait aussi participer à la recherche. Et en 2016, il y a eu une thèse en médecine et sport pour les personnes trans. On a participé aussi, on a créé une recherche avec le Conseil régional de l'Île-de-France pour mettre en avance
la question des discriminations vécues par les femmes trans migrantes. Nous avons aussi, en collaboration de l'association Au-Trans et la Fédération sportive gay et lesbienne, développé une charte pour promouvoir le bon accueil des personnes trans dans tous les lieux sportifs de Paris et dans toutes les associations membres de la fédération. En 2015, je pense que ça a été le moment le plus important pour ce projet Sport Trans Citoyenneté, parce qu'on a reçu un prix, plus ou moins symbolique, mais important, parce qu'il a été vraiment médiatisé, et qui a été aussi rendu de la main de Christiane Taubira, la ministre de la Justice à ce moment-là. Voilà, ça... C'est devenu un projet qui permet de parler des personnes trans d'une façon autre que vraiment se focaliser sur la question des hormones, la question de la psychiatrie ou la question vraiment de c'est quoi être trans, et plutôt centré sur le fait que les personnes trans font du sport, ils s'amusent, ils sont une vie comme les autres. Voilà comme un projet qui à l'origine n'avait aucun but militant, aujourd'hui est porté par des femmes trans migrantes, séropositives, en situation de prostitution, mais qui démontre qu'effectivement, il faut donner la parole, il faut donner les compétences, les ressources aux personnes concernées pour qu'elles puissent aussi participer à la mobilisation collective dans laquelle nous sommes tous engagés. Aujourd'hui, c'est une fierté pour notre association vraiment de porter ce projet Sport Trans Citoyenneté, malgré qu'il reste beaucoup à faire. Et la première barrière que nous avons aujourd'hui, c'est le manque de moyens. Il faut aussi profiter de ce moment pour dire que les associations trans sont celles qui ont le moins de moyens dans la lutte contre le sida et dans la lutte contre les discriminations. Et que cette problématique peut aussi mettre en péril la vie des associations émergentes, comme ça peut être la nôtre, qui est bien engagée, mais que, évidemment, en travaillant autour des sujets qui, comme je disais tout à l'heure, peut être très clivant, parce que nous restons quand même à l'origine une association militante, mobilisée dans la lutte contre le sida, mais aussi, on ne fait pas cadeau quand on doit dire publiquement devant les institutions et autres que les choses ne vont pas. Donc voilà, je vais m'arrêter là et je vous remercie de m'avoir écouté.